Bonjour Olivier, bienvenue Bonjour dans cette Victor. interview. On va parler de performance commerciale, de bonnes et de mauvaises pratiques. Mais avant de démarrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pourrais-tu te présenter, Olivier? Eh bien, moi, je suis Olivier Guérin, spécialiste des mots de vente. Alors, je vais répéter parce que tout le monde a entendu ventre. C'est ce qui se passe souvent et on me dit, mais dis donc, Olivier, tu es gastro-entérologue. Ah, je dis non, je vous arrête. Je suis spécialiste des mots de vente, MAUX, les mots, ce qui fait mal au ventre, hein. Et puis parfois, ça fait mal au ventre, hein, quand on a mal au ventre, si tu vois ce que je veux dire. Ça tombe bien, on a pas mal de problématiques pour ceux qui nous écoutent au niveau Voilà. de, Voilà, de cette zone-là. oui, bah, sans parler du transit dans le pipeline, hein, ça peut arriver. Des fois, il y a des problèmes de ce genre-là, hein, voilà. Bon, Excellent. désolé pour l'image. Mais effectivement, ouais, voilà. Donc, moi, j'aide les commerciaux, leurs managers et les entrepreneurs, dirigeants d'entreprise à trouver des solutions à ce qui ne se passe pas bien ou pas assez bien dans la vente. Et effectivement, bah, Victor, je fais le même métier que toi, hein, en fait, hein, tout simplement, hein, c'est clair, hein. Nous, on aide nos clients à ce que ça se passe mieux. Voilà. Exactement, et c'est une très bonne transition puisque tu es spécialiste des mots de vente. On est dans une période où il y en a quelques-uns. Quel état des lieux, quel est le pouls du marché? Qu'est-ce que tu constates aujourd'hui en temps de crise? Alors en fait, c'est assez étonnant. Je pose la question je pose la question à quasiment tous mes prospects et clients. Et quand même, je vois des situations qui sont pas si mauvaises que ça. C'est un petit peu en dessous de la normale, dans un certain nombre de cas. Mais j'ai aussi des clients qui ont du travail, mais par-dessus la tête, hein. Je discutais avec un client qui fabrique en France du matériel pour la soudure et les garagistes. Eux, c'est 45% de croissance. Ouais. Et ils fabriquent en France. Et en fait, ils fabriquent en France, donc forcément, avec ce qui s'est passé, bah, eux, bah, ils savent plus. Et bientôt, en fait, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils sont dû passer en 3-8 et ils vont construire une troisième usine. Donc, du coup, ouais, on entend une sorte d'attentisme, mais en fait, on voit aussi qu'il y a des gens qui sont à fond la caisse, hein, voilà. Donc, globalement, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Je pense que dans les grands groupes, il y a peut-être plus de frilosité. Je pense que les PME sont restées quand même beaucoup plus agiles et s'en sortent globalement plutôt pas trop mal. Je pense que c'est aussi à force de répéter que ça va pas bien que ça va pas bien, quoi. Voilà. Hmm. Donc, Oui, oui. j'entends plutôt, et je vous parle pas, j'ai un autre client qui vend des vélos, eux, c'est plus grave que ça, eux, ils n'arrivent pas à fournir. Il faudrait qu'ils construisent 10 usines. Ouais, non, mais je te remercie pour ces exemples qui redonnent un peu de baume au cœur, mais au final, Ah voilà, ouais. pas de généralité, ça correspond au constat que moi je fais aussi. Et j'aime bien cette citation, tu vas me dire si tu partages, bah, c'est aussi l'occasion de voir quand la marée se retire, ceux qui étaient tout nus sous l'eau, comme le dit Warren Buffett, et ça permet justement de voir bah, ceux qui étaient bien armés au niveau commercial, de ceux qui l'étaient peut-être un petit peu moins. Et ça fait la transition avec ma question suivante, c'est quelles sont les pratiques contre-productives que tu constates encore auprès de tes prospects ou de tes clients et qui peuvent pénaliser en temps de crise, justement? Alors, en fait, je pense que le vrai sujet, c'est que, en fait, tout ce qu'il fallait faire avant, il faudra le faire encore mieux maintenant. C'est-à-dire que forcément, il y a la vente en physique, bah, forcément, en B2B est forcément diminué, hein. En B2C aussi d'ailleurs, hein. C'est pas la question, mais en B2B, la vente physique a diminué et donc il y a des entretiens en vidéo, hein. Donc il y a plusieurs problèmes. Il y a ceux qui croient que ça ne marche pas ou qui n'essayent pas de demander. Bon, bah ça, forcément, ça risque pas d'arriver. Ça, c'est un peu le problème de l'intention, tu sais. Ouais, Tu sais ce qui énerve le plus ma femme, Victor, quand on va en centre-ville en voiture ou pas? non, mais je suis sûr que tu vas me le dire. Eh ben, en fait, je trouve toujours une place pour me garer là où je veux. Et en fait, j'ai toujours l'intention de me garer en centre-ville. Et je trouve une place. Et c'est un peu la même chose quand un commercial est en train de dire, OK, bah, ça ne va pas marcher. Ouais, OK, bah, ça ne marche pas, hein. Bah oui, forcément, déjà, tu étais câblé comme ça. Donc ça, c'est la prédisposition, c'est vraiment l'état d'esprit, hein. Ouais, ouais. Donc ça, c'est l'intention. Et puis, une fois qu'on a un rendez-vous en vidéo, quand on a réussi à en obtenir, bah, c'est aussi un sujet
d'être bon dans le domaine. Et ce qu'il fallait faire avant, c'est-à-dire poser les bonnes questions, écouter attentivement, avoir bien préparé, c'est encore plus important quand on fait de la vente à distance. Donc, parce que du coup, si on part en bien en tête sur la démo, la présentation PowerPoint, voilà, enfin, c'est une catastrophe. Après, tu veux une petite histoire? Allez, allons-y. En fait, c'est un truc de fou, en fait, hein. Je discutais avec une cliente il n'y a pas longtemps et elle voulait rencontrer une agence de publicité. Et elle avait un projet, hein, effectivement. Donc, connaissait la personne de réputation, elle a un projet, elle était toute contente de la rencontrer. Et début de la réunion, Zoom, 16 heures, vendredi. Et là, la personne est bon, ben, je vais partager quelques diapos avec vous, présenter du cas de présentation de l'agence. Et là, début du partage d'écran. Et là, le drame, 60 slides. Bon, voilà, 60 slides. Et en fait, combien de fois, et donc forcément, bah, ça a été un calvaire, bon, et donc ça ne va pas se faire. En fait, ce qu'attendait, bah, c'est une cliente à moi, hein. Ce qu'elle attendait, c'était un échange. Elle n'attendait pas une présentation, elle voulait un échange. Mais combien de fois j'entends, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, au Sales Bootcamp, on a eu une de nos participantes qui me dit, mais Olivier, tu te rends compte, moi, on m'oblige à faire la présentation PowerPoint de 20 pages à tous les clients. Ça, c'est le gros problème et ça revient souvent, effectivement. Tu vois, alors quand on parle de mauvaise pratique, moi, je vais directement dans le sujet. Et donc, forcément, nous, quand on travaille tous les deux, et bien sûr, on milite pour ça, ce qui est important, c'est la discussion et la qualité de la discussion. Donc, voilà, donc, je pense que ça reste quand même, c'est de vouloir passer de cette qualité de discussion et de passer, de cranter ce niveau-là. Bon, après, sur l'histoire de prospection, on pourrait trouver d'autres sujets, hein, bien sûr, hein, mais moi, je pense que ça, c'est le vrai sujet. Ouais, non, si je résume à outrance, si j'extrais la substantifique moi là, de ce que tu viens de dire, au final, déjà, numéro un, et ça correspond en fait avec les données hein, que l'on a et que tu connais mieux que quiconque d'Objective Management Group, ben, déjà, on a la Oui. partie mentale et les croyances limitatives qui sont prépondérantes dans dans ces compétences mentales. Et Mhm. d'ailleurs, tu as une statistique. Hein, aujourd'hui, ça représente au niveau de l'impact en vente, les croyances limitatives, ça représente combien? Ah bah en fait, du coup, moi j'en mesure 25 et du coup, sur les croyances limitatives, bah, effectivement, c'est un des aspects prépondérants sur les prédispositions. Donc en fait, il y en a plusieurs, hein. Alors, je vais en citer d'autres, comme par exemple sur les croyances limitatives sur le prix, hein, effectivement. Alors celle-là, c'est une des plus intéressantes parce qu'en fait, c'est assez intuitif, mais en fait, quand on vend comme on achète. Et ceux qui achètent sur le prix et qui hésitent longtemps, ben, ils considèrent que les clients qui achètent, qui veulent des réducs, qui réfléchissent beaucoup, ben, c'est normal parce que c'est comme ça qu'ils font. Croyance limitative. Hmm. Ouais. Oui, Donc ça, c'est un fort impact, hein. Et aussi la deuxième, c'est sur l'idée qu'on se fait de l'argent. En fait, c'est la tolérance à ce que, enfin, c'est pas facile à traduire, mais chacun va comprendre. Ce qui différencie beaucoup les meilleurs commerciaux des moins bons, c'est cette vision de ce que c'est qu'une grosse somme d'argent. Quand où une est-ce qu'on met personne le, confie, où est-ce qu'on met le ouais, curseur? où est-ce qu'on met le curseur? Et en fonction de l'endroit où tu mets le curseur, ben, en fait, tu considères que parler d'argent, ce n'est pas un problème. Et puis, si tu dis que 100 euros, c'est beaucoup d'argent, si tu considères que 100 euros, c'est beaucoup d'argent, ou 500 euros, c'est beaucoup d'argent, bah, effectivement, c'est assez difficile ensuite de vendre la valeur. Hmm. Ouais, on est sur un vrai sujet et au même titre que voilà, dans les croyances limitantes, limitatives là, pour le contexte que l'on connaît, ben, c'est pas le bon moment, c'est la crise, Ouais. tout va mal, les clients ne seront pas réceptifs et j'en passe, c'est des meilleurs. On en entend au quotidien. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième qui était plutôt liée aux compétences techniques. Et là, tu as commencé également à me parler, ben, la capacité à questionner, à proposer de la valeur et à muscler un peu son jeu de jambes au niveau commercial. Si je résume, c'est ce que tu nous as dit. Ouais, muscler la discussion.
Ouais. Bon, Et c'est clair. c'est une parfaite également transition avec les questions d'après, puisque tu as écrit un livre tout récemment, c'est ton bébé, voilà, performé en vente, le dernier Ouais, venu. ouais, on est content. Alors, j'ai coécrit ce livre avec deux Toulousains, Mhm. Olivier Cussac et Alexandra David Ardit. C'était un projet tripartite, donc on a fait un livre à 6 mains. Et on est content du résultat. Enfin, surtout, c'est les lecteurs qui en sont contents. Bah, nous, bah, à la rigueur, hein, quand c'est ton bébé, tu le trouves toujours joli. Même les bébés les plus moches, les parents les trouvent jolis. Il est beau, on le caresse. Oh, il est beau, il est beau. Ah oui, ah oui, il est beau. Bon, il est peut-être pas beau, mais c'est pas grave. Mais toujours est-il que c'est plus intéressant d'écouter et de lire les retours. Effectivement, bon, toi aussi, tu as déjà écrit un livre qui a déjà eu beaucoup de succès. Hein. Donc, moi, je vais courir derrière toi parce que ton livre il a déjà été vendu à combien d'exemplaires? Ah, quand on aime, on arrête de compter, mais je crois Ah, qu'on est, au-delà de 20 on doit 000, être, je crois, tu m'as dit. Hein. Donc, ouais, on doit être dans les 25 000 environ. Il faudra que je ouais. fasse le bilan. Que tu fasses le bilan. Donc, nous, forcément, il vient de sortir il y a un mois, donc on n'en est pas à ces comptes-là. Moi, je suis heureux de voir les retours qu'on a, en fait. Hein. Donc, on a essayé de le résumer en 300 pages, les basiques. On n'a pas pu tout dire, hein, bien sûr, hein, effectivement. On est C'est- d'accord, mais justement, alors pour extraire Ouais. quelques pépites et pour parler de la Ouais. simplicité, qu'est-ce que tu partages dans ce livre qui pourrait aider ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, alors en fait, on a fait. En fait, il y a trois grandes parties. Il y a toute la partie état d'esprit. Donc, en fait, sur l'état d'esprit à adopter vis-à-vis des clients, vis-à-vis de soi-même aussi. Donc, tu connais un état d'esprit. Ensuite, bah, bien sûr, une des parties les plus délicates, bah, c'est la prospection. Donc, et après, je vais y revenir parce que c'est un sujet que j'aime bien. Puis, avec justement, tu me parles de pépites, je vais parler d'un sujet qui m'est cher. Et puis après, ben, comment ça se passe en rendez-vous? Et forcément, du coup, là c'est tout sur la découverte, bien sûr. Et après, j'ai voulu faire quand même un pendant, et c'est là peut-être aussi qui est intéressant. Euh, Parce qu'on parle souvent de prospection, il y a souvent une emphase qui est mise par les entreprises et par les commerciaux sur la prospection, la conquête. D'accord, mais il faut aussi bien s'occuper des clients. Et alors, le commercial, c'est pas lui qui délivre, hein, on est d'accord. Hein, c'est pas lui qui va livrer les marchandises, c'est pas lui qui fait le service. Hein, mais par contre, il a un rôle à tenir. Et donc, en fait, en particulier, ça, c'est un chapitre que j'aime bien parce que c'est moi qui l'ai rédigé sur comment un commercial peut bien s'occuper des clients, de ses clients, et quel rôle il doit tenir avant la vente, parce que ça joue aussi beaucoup avant la vente. Donc, ça, voilà, c'est les trois parties. Alors, on revient sur les pépites. Ouais. Alors, moi, je vais en délivrer une. Rien que celle-là, elle vaut sans doute On te 100 donne fois ou 1000 fois le prix du bouquin. une pépite à fort retour sur investissement, j'adore. Alors vas-y. Alors, du coup, c'est pour dire, juste, ça, c'est juste une page. T'imagines les lecteurs ce qu'ils vont trouver à côté. Ça, c'est un truc de malade. Donc, en fait, ça, c'est ma marotte. C'est la recommandation. C'est bizarre. Prospection. C'est bizarre, je savais déjà où tu voulais en venir parce que Non, ça prend mais, une place prépondérante dans le Sales Bootcamp. Donc vas-y, je te laisse la parole. non, mais tu sais bien, parce que c'est effectivement, on a notre petite marotte. Hein, effectivement, toi, tu es le spécialiste de l'objection. Et moi, j'aime bien la recommandation, c'est pour ça qu'on complète. Hein. En fait, on me demande LinkedIn et social selling et le téléphone, l'email. OK, ben ça, oui, on a le droit de faire tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a une technique beaucoup plus ancestrale et beaucoup plus rapide qui est de demander de l'aide à ses clients Mm. et de leur demander qui on peut appeler de leur part. C'est la recommandation active, ça sert à, et en fait parce que ça va beaucoup plus vite que toutes les autres. En fait, c'est ce que je dis tout le temps. Hein. L'idée, c'est d'amener de la confiance, et j'en parle forcément dans le livre parce que c'est d'amener de la confiance directement à la personne à qui on va parler. Cette personne qui ne nous connaît pas, si on arrive de la part de, si je vais voir quelqu'un et je dis, ben, je vous appelle de la part de Victor, qui a pensé que c'était une bonne idée que je vous appelle, forcément, tout le monde comprend bien que ça va aller plus vite. Et or, moi, je constate, hein, je constate, parce que je pose souvent la question, hein, de façon empirique. Il faudrait que je fasse un vrai sondage, ce serait vraiment intéressant, de façon empirique.
C'est moins de 10% des commerciaux qui demandent des recommandations de façon régulière. Hmm. Oui, à vue de nez par rapport au feedback que nous donnent les participants avant et après, c'est une des pépites effectivement qui Ouais, permet d'avoir un fort retour sur investissement. ouais. Moi, j'aime bien en Et- plus parler de rentabilité de l'action commerciale dont tu voilà. as un produit. Là, on Ouais. est typiquement, quand on mesure le temps et le résultat, bon, on est sur un temps qui est relativement bien investi en termes de renta. Après, effectivement, bah, il y a beaucoup de peur, beaucoup peur de demander de l'aide, d'échouer, peur de passer pour un quémandeur, peur de plein de choses, d'obtenir un non. Comme En c'est fait, bizarre, on en revient aux croyances limitatives. et on en revient là-dessus. Et voilà. Et en fait, c'est très simple. Et en fait, dans le sens, je comprends aussi que ce soit compliqué, parce qu'en fait, souvent, les gens ont peur. Et alors, d'où la question magique. Et en fait, c'est ça qui est dingue, parce que en plus, je passe mon. Alors, je suis spécialiste des mots de vente, c'est bien sûr MOTS aussi. Aussi, ça va de pair. Tu vois, il y a pas long, il y a 10 jours, je forme une équipe en présentiel. Tiens, ça existe encore, hein, juste pour info. Ça marche très bien, personne n'a été malade, on met tous un masque, on était 22, tu vois, enfin, c'était nickel. On a fait tous très attention et puis c'était bien passé. Je leur ai dit la question qu'il fallait poser. La meilleure question à poser, c'est qui puis-je appeler de votre part? Hmm. Qu'un- Hier, piqûre de rappel, et je leur demande quelle était la question, et paf, ça s'est transformé en une question fermée. Mais j'ai dit, mais non, 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 c'est pas ça. Pouvez-vous me donner le nom de quelqu'un? Mais non, 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 non. Quand on pose cette question, elle est moins efficace. C'est pour ça qu'on est aussi pénibles tous les deux. Voilà. Mais donc, ça, c'est une première pépite hyper importante. Ouais, ça t'a permis de détecter un problème d'écoute active chez tes participants. Ah bah, ça, c'est clair. Et Et pourtant, je tu as leur bien dis d'écrire. Et... Non, ouais, c'est un truc de fou. Alors, top pour cette première pépite, et je Ouais. sais ô combien elle a un fort retour sur investissement. Allez, soyons généreux, est-ce que tu en as une ou deux autres? Alors, en fait, oui, en fait, il y en a une autre, en fait, alors, elle est moins actionnable, mais en fait, c'est plus pour revenir à mon sujet sur comment le commercial peut préparer le succès futur. Et en fait, il y a un sujet sur lequel j'insiste dans le livre. Euh, Victor, tiens, je vais te poser une question à l'envers. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de réserver un hôtel, un séjour, sans avoir regardé sur TripAdvisor à quoi ressemblait l'endroit ou qu'est-ce qu'en pensaient les gens? Aujourd'hui, non. Bon, aujourd'hui, non, tout le monde fait comme ça. Ouais. Donc, tout le monde est habitué à faire comme ça. Et en fait, ce qui est évident, la transition, tout le monde va trouver évidente, c'est quand on achète en B2B, bah, la transparence, tout le monde pense transparence pour tout ça. Bah, quand on achète en B2B, c'est pareil. La transparence est devenue une vertu cardinale. On ne peut plus cacher les trucs sous le tapis. C'est plus possible. Et donc, en fait, en B2B, ben, c'est une évidence que c'est une lame de fond. Ben, il faut aussi l'être. Et le commercial va se différencier aussi par cette capacité avant la vente à être transparent. Et ça a plein d'intérêt d'être transparent. Hein. La transparence, ça ne veut pas dire être, pas dans le sens on va vous oublier. Hein. C'est transparent en étant clair. Hein. On en est d'accord, hein, Victor. Hein. Pour moi, c'est Transparent. Hein. Transparent sur ce que quand le client peut attendre de la prestation, transparent sur les limites, transparent sur ce qui peut mal se passer. Hmm. C'est l'honnêteté intellectuelle parce qu'en en fait, à faire de la survente, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est l'effet déceptif maximum. Et alors là, bon, bah, pour rattraper le client derrière, bah, ça va être la catastrophe. Donc la survente, c'est un vrai danger. Donc la transparence, le fait d'être honnête, moi je pense que c'est une des très grandes qualités d'un commercial en B2B parce que la valeur d'un client, c'est tellement coûteux d'obtenir un nouveau client que bah, justement le perdre juste après, c'est une catastrophe. D'ailleurs, je cite dans le livre, c'est une étude, ça a été faite par un cabinet international sur le nombre de clients qui disparaissaient dans les 6 mois. En fait, ça peut varier selon les secteurs de 20 à 40%. Hmm. Oui, c'est une statistique choc, mais ça m'étonne pas à la fois.
Ouais, et en fait, ce qui est marrant, c'est que je pense que c'est une statistique qui n'est pas suivie par les entreprises, ou peu suivie, Hmm. très peu suivie. Non, parce qu'on y revient souvent, mais la satisfaction, la fidélisation, l'expérience client, au final, c'est pas encore le dada d'un trop grand nombre d'entreprises. On est plus dans la course perpétuelle et l'alimentation du, du pipeline des ventes et du fichier client. Bon, bah voilà. Donc là, c'est les deux sujets. Enfin, c'est deux idées, entre autres, hein. Je ne peux pas tout dire non plus, tu es d'accord? Parce que Ah, bon, moi, c'est pour donner envie de l'acheter quand même. l'idée, c'est quand même de mettre l'eau à la bouche. Effectivement, on peut pas tout dévoiler non plus. Ah Donc, non, je peux pas. Et puis, bon, il y a 300 pages et il y a bien une raison pour laquelle il y a 300 pages, hein. à part d'assommer. Alors, oui, oh, bah non, mais ça va, ça reste encore relativement léger, ça va. Mais oui, oui, ça peut faire mal quand même. Bon, mais écoute, c'est top. Et puis, effectivement, je pense que ceux qui nous écoutent ont compris. On est à une heure aujourd'hui où on peut pas passer au travers. Ça va tellement vite au niveau des réseaux sociaux, au niveau voilà, de l'irréputation. Il vaut mieux être congruent, dire ce qu'on va faire ce qu'on a dit et autant bien le faire. On est d'accord. Ah, oui, c'est ce qui fait c'est ce qui fait les bons professionnels qui vont durer et qui auront leur place sur le marché. Ouais, Et ouais. après, par contre, tu vois, c'est peut-être une question un sujet sur lequel tu n'avais pas à me poser la question, mais j'ai envie de dire, est-ce que tu vas me poser la question pourquoi acheter ce livre? Écoute, peut-être que tu Vas-y, anticipes. On ne le saura pas en tout cas. C'est sur le vas-y. tapis. Alors pourquoi acheter ce livre, Olivier? Alors, mais parce qu'en fait, moi, je vais te le dire, Victor, et tu le sais parce que toi aussi, tu vends des livres. Ouais. J'ai fait un petit calcul. Ton livre a eu un grand succès. 25 000 exemplaires, c'est beaucoup de livres. On est d'accord? En 5 ans, hein. Ouais. OK. Euh, on peut considérer que des livres, donc ça veut dire que tu en as vendu 5 000 par an à peu près. Oui, dans ce zoo-là. Voilà. Si tu considères, si on prend les best-sellers, hein, aussi sur lesquels, qui sont comparables aux tiens, des leaders du marché, qui sont les plus connus, en gros, ils vont vendre 10 000 livres par an sur la vente. Mhm. On va dire que peut-être par an, il se vend. C'est difficile à calculer, mais je pense qu'il se vend en plus ou moins sur la vente pure en France, 50, 60 000 livres. Oui, le Est-ce que marché n'est pas énorme. Bon, et ben en fait, ce que tu fais le calcul, combien il y a de commerciaux à peu près en France? Ou combien il y a de gens qui ont quelque chose à vendre en France à l'heure actuelle? D'après toi? Moi, j'ai fait un petit calcul, mais je ne suis pas sûr qu'il soit vrai, mais moi, je pense que tu dirais combien, toi? Moi, j'aurais tendance à te dire, après, bon, ça c'est un autre débat, qu'on a 67 millions de personnes qui ont quelque chose à vendre. Bon, alors ça, c'est vrai, hein. Ça, je suis d'accord avec toi. On a tous, à titre professionnel ou personnel, quelque chose à vendre dans son Bon, quotidien. je suis d'accord avec toi. Et alors, si on restreignait la population des adultes en âge de travailler et dont le métier, c'est soit d'être commercial, d'être manager commercial, d'être solo-entrepreneur ou patron d'une PME, parce que c'est le commercial qui, même si c'est le patron de la PME, c'est lui qui fait le business, je pense on est vite à 5 millions de personnes. Hmm. Ouais. Facile. Tu vois, ça ne te choque pas plus que ça, je pense, hein. Bon, alors ce qui est marrant, c'est que 5 millions de personnes et 50 000 bouquins par an, même, disons, même si je doublais pour être large, je disais que c'était 100 000, j'ai la bonne raison pourquoi il faut acheter un livre, c'est qu'en fait, et le lire, c'est encore mieux de le lire, c'est qu'en fait, la plupart des commerciaux ne le font pas. Et donc, du coup, naturellement, en fait, le fait de s'intéresser au sujet, ça vous démarque de tous les autres. Oui, moi, c'est un sujet dont je parle régulièrement sur le blog, mais c'est l'apprentissage permanent. Et voilà, il faut être exposé, réexposé et surexposé à des concepts, à la fois les fondamentaux, mais également ben, l'évolution des pratiques, ce dont je ne doute pas que tu abordes dans le livre. Et donc, ça fera une différence, on est d'accord. Et ça fait une très belle transition également, parce que ça passe par là, cette prise de conscience et allumer une ampoule. Après, on est d'accord que lire un livre ne va pas fondamentalement faire une énorme différence dans la pratique du quotidien. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un entraînement comme un sportif de haut niveau. Je pense que tu ne me contrediras pas sur ce point. Et donc, ça fait une transition naturelle vers le Sales Bootcamp. Donc, Oui.
Ça tombe bien, on en a un qui arrive, mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Pourquoi les gens qui nous écoutent devraient, un, acheter ton livre, deux, le lire, trois, le Ouais, mettre en pratique, et oui. quatre, peut-être passer au niveau supérieur en nous rejoignant au Sales Bootcamp? Et oui, parce qu'en fait, bah, tu l'as dit, en fait, c'est s'exposer à plein de canaux différents. La lecture, bah, c'est un moyen d'apprentissage, bien sûr, mais forcément, ensuite de venir nous écouter, bah, c'est encore autre chose, et c'est une autre façon de l'écoute, ça va être encore autre chose. Et puis, bien sûr, et c'est ce qui est apprécié le plus par les participants, en fait, c'est les jeux de rôle, parce qu'il y a beaucoup de jeux de rôle. Et en fait, tous les participants qui viennent, ils adorent. En Ouais. fait, au début, oh, le jeu de rôle. Oui, mais en fait, ça se passe bien. T'as vu comme on a l'air sympa. T'es d'accord, Victor, hein? Bon, vous voyez chacun qui, hein, on est sympa. On fait ça à bonne humeur. Et alors, surtout, c'est quelque chose qui est très apprécié. C'est comme il y a des publics de différents horizons. Tu vois, par exemple, dans le dernier Sales Bootcamp, tout le monde a remonté que c'était génial d'avoir fait des jeux de rôle avec des gens qui n'étaient pas forcément dans le secteur. Parce que globalement, ça créait, ils ne se connaissaient pas, donc ça simulait quasiment la situation réelle, en fait. Donc ça, c'est très, très bien passé. Puis nous, on encadre, on donne les règles. Et puis le deuxième sujet, je pense que, et peut-être aussi, ce qui démarque peut-être d'autres formations, c'est que nous, on descend au mot près, Victor. C'est du chirurgical. Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas de dire qu'il faut poser des questions. Ouais, ça, d'accord, il faut poser des questions. D'accord, lesquelles? Oui, Précisément. Précisément. Comment précisément? Ben, nous, on descend jusque-là. Donc, c'est aussi ça, effectivement, qui marque les esprits quand même. ouais, ouais, je pense que j'aurais pas mieux dit par rapport au témoignage, au feedback que nous donnent les participants. Et ça fait quand même déjà quelques Sales Bootcamp que l'on donne, hein. Ça fait déjà 2 ans, si je ne Ouais. m'abuse, qu'on a sorti ce format. Ouais, je vois que tu hausses les yeux, mais je crois que c'est ça, hein. Non, je me demande si ça fait pas 3 ans, mais peut-être ça fait 2 ans, mais avec le. Je crois Voilà. que quand on aime, on arrête de compter, comme je te disais. Ouais. Mais toujours est-il qu'effectivement, voilà, cette partie training et de pouvoir itérer et avoir du feedback et mettre en pratique et sortir de ce training en ayant aiguisé en fin de compte ses compétences et ses réflexes commerciaux du quotidien, en descendant au mot près, comme tu l'as dit. Je pense qu'effectivement, le maître mot est là, Voilà, au mot près. au mot près. Et donc, tu as répondu, c'était la dernière question, mais tu y as répondu avant que je te la pose. Qu'est-ce qui fait la différence entre une formation commerciale traditionnelle et le Sales Bootcamp? Et je pense que ça passe par là. Ouais, et après, moi, j'ai envie aussi de dire, peut-être ce qui fait la différence, c'est que nous sommes des praticiens. Oui, oui, c'est vrai. C'est-à-dire On que a la mes- chance d'enseigner ce que l'on pratique et de pratiquer ce que l'on enseigne. Voilà, alors effectivement, ouais, c'est sans doute, ben oui, il faut bien se différencier de la concurrence. Ni toi, ni moi, Victor, nous travaillons en sous-traitance. On travaille tout en direct. On vend tout ce qu'on produit. C'est pas le cas de tous les formateurs. Ah, c'est méchant, hein. Là, ils vont se dire, les gens, il est pas gentil, Olivier, hein. Oui, non, mais c'est une réalité du marché, donc c'est bien de la rappeler, effectivement. C'est mieux de se retrouver en formation avec quelqu'un qui a été en capacité de vendre ses propres prestations. Bon, moi aussi, je vais te poser une question. Mais moi, j'ai la réponse. Est-ce que tu es fier d'être un vendeur, Victor? Oui, oui, c'est quelque chose qui aujourd'hui m'anime au quotidien et c'est une passion, sinon je ne produirais pas autant de contenu sur le sujet. Donc, Moi aussi. Ben, moi aussi, je suis fier, je trouve ça bien. Je vois pas où est le problème. Les gens qui trouvent ça pas bien, mais ok, c'est l'image qu'ils en ont. Mais moi, je vais me battre. Moi, je me bats au quotidien pour qu'ils en aient une meilleure image et en fait, c'est aussi pour ça que dans nos formations, ben, on veut augmenter le niveau de jeu, hein. Finalement, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, bien sûr, parce qu'on veut gagner notre vie, mais je crois aussi le fait d'aider les gens à être meilleurs. Enfin, moi, j'ai une grande joie, effectivement, à voir des gens, des indépendants en particulier. Ou des jeunes commerciaux, ou même les plus anciens qui disent, OK, j'ai repris conscience de ce que je faisais pas bien, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse, et de se dire, bah oui, finalement, la vente, ah non, mais la vente, c'est magnifique, finalement. Bah oui. oui, tu vois, et c'est un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait, c'est comme dire ça, ben, moi, je détestais la vente, mais j'ai compris avec toi que, bah oui, bah, il fallait poser des questions, écouter, et que c'était pas du baratin. Bah, ouais, Ouais. c'est bien, c'est humain, c'est Ouais. profondément humain.
Non, mais c'est vrai qu'on a un gros problème d'image qui est exacerbé en France, et c'est vrai que c'est une des plus belles fiertés que d'avoir ces témoignages et ces feedbacks de gens qui nous disent: vous m'avez fait aimer la vente, et c'est cool, c'est fun, on prend du plaisir, on a du résultat. Donc, il y a aussi une mission d'évangélisation de la Voilà. vente à laquelle on Ouais, participe et dont on est fier. Donc, c'est voilà. Nous sommes super. des C'est aussi, missionnaires. c'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble, Olivier. Ouais, parce qu'on voit, voilà, nous sommes des missionnaires pour rendre ce métier plus beau, l'image qui est la plus belle que les gens peuvent s'en faire. Bah, écoute, je te remercie. Donc, je pense que pour résumer, hein, si tant est qu'on ait besoin de le faire, procurez-vous ce livre Ah vite. ben c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le résumé, c'est commander le livre Performer en vente. Vous apprécierez. Enfin, voilà, les retours sont très bons. Et moi, j'étais très heureux de travailler avec des Toulousains. Toi, tu connais bien Toulouse aussi, hein. Bon, même moi, je suis à Montpellier, mais bon, j'ai bien voulu bosser avec des Toulousains, mais ils sont super quand même pour des Toulousains. C'est méchant, mais toi aussi, tu es souvent à Toulouse, hein. Exactement. Il fallait le souligner. Il fallait essayer, oui. Mais effectivement, on a pris beaucoup de plaisir à faire ce livre à trois et voilà, c'est assez facile. Et par contre, l'éditeur a fait un super boulot également de mise en page. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que la mise en page permet ce soit léger. Il y a beaucoup de schémas. Il y a un très beau travail de mise en page et bon, chacun son métier, hein. Il y a ceux qui écrivent, il y a ceux qui savent faire en sorte que ça soit un plaisir de le lire. C'est très agréable ça. Oui, le fond participe autant que la forme. Donc, bah, écoute, je pense que les gens savent ce qu'il leur reste à faire. Moi, j'aurais dit, il faut l'acheter, il faut vite le lire. Et ça tombe Voilà. bien, en juin, on a un Sales Bootcamp pour mettre tout ça en pratique. Donc, au Et en plaisir. plus, bah oui, en plus dédicace spéciale pour ceux qui viennent en juin, tu es d'accord? Ils amèneront leur livre et pourront poser les questions. Et puis bien sûr, voilà, ce sera un plaisir de se voir au château de Flaugergue, Yes. petit endroit à Montpellier. Euh, voilà, et la terrasse sera ouverte. On pourra faire un tour dans le jardin. Ça va bien se passer. Normalement, ça devrait. Merci Olivier pour cette interview. Et puis écoute, bon succès, c'est tout ce que je te souhaite pour ce livre, le lancement de ce livre. Et rendez-vous au prochain Set Bootcamp. Ouais, merci. Donc, t'as dit les dates, Victor? Est-ce qu'on redit les Alors, bah, dates? de toute façon, il y aura un lien sous cette vidéo. Et effectivement, on peut redire les dates. Donc, on est sur le 22-23 juin, si ma mémoire est bonne. Exactement, mardi 22, mercredi 23. Voilà, merci, Victor. Et puis, à bientôt. Avec plaisir, Olivier, à bientôt. Merci.